Donc aujourd'hui, François, ingénieur, va vous présenter un peu comme Jean-Claude l'état du nucléaire en France pour le resituer. Véritablement l'idée, c'est que par rapport à l'échange qu'on va avoir après, c'est de restituer ce débat, cette discussion dans le débat qu'on a par rapport au climat et l'enjeu de demain que personne ne peut nier au niveau de la transition énergétique. Mais donc c'est une présentation apolitique. Après, évidemment, dans les échanges, je pourrais vous affirmer, confirmer par rapport à la position du Rassemblement national sur cette thématique. Et je vous invite évidemment aussi à retrouver les déclarations, les prises de position d'Hervé Juvin, qui est notre porte-parole du coup aujourd'hui là-dessus. Également, peut-être François nous en parlera, mais ça s'inscrit au-delà de la marche sur le climat et de ce mouvement citoyen dans le PPE, le plan de programmation énergétique, qui est aussi en cours. Macron, j'en oublie son, vous voyez, ses phrases dans la mémoire. Macron a eu l'occasion et a en ce moment l'occasion de revenir un petit peu, c'est comme les djihadistes, sur ses positions, notamment par rapport au nucléaire. Bon, il n'en dit pas trop parce qu'il ne veut pas se mettre trop les verres à dos, mais globalement, il revient, il prône aujourd'hui, enfin, il revient sur la fermeture des centrales nucléaires. Voilà, et puis donc l'esprit, c'est un exposé très riche au final, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais qui laissera suffisamment de temps aux questions-réponses. Et j'insiste, François vous le redira, toutes les questions sont bienvenues. Parce qu'évidemment, bon, vous avez un pro-nucléaire, mais vous avez le droit aussi d'exprimer toutes vos réserves par rapport au nucléaire, sachant que François a également travaillé dans l'hydraulique, donc il a aussi une bonne connaissance de l'hydraulique. Merci voilà. François. Okay. Je vais donc vous dresser un plan. Voilà. Je vais faire un plan rapide de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit historique de la production d'électricité en France, par filière, puis je fais une petite projection jusqu'à 2035, puisque c'est là que normalement on est à 50% de l'énergie comment ça s'appelle, en ENR. Sur les coûts de production donc du nucléaire, enfin de toutes les énergies, et avec un petit zoom sur les émissions de CO2 par énergie. La programmation, l'électricité, comme on dit, ça ne se stocke pas, donc je vais vous montrer un petit peu comment on programme ce qu'on produit tous les jours. Donc d'abord les mécanismes, et en plus, ensuite je vais vous montrer un exemple sur une journée, comment c'est programmé et qu'est-ce que l'empilement des différentes sources d'énergie. Donc après je vais parler un peu des différents modes de production d'énergie électrique, voilà. Je vais vous parler ensuite des incidents réseau, parce que on parle de NR, mais donc de NR d'éolien, de photovoltaïque, mais on ne parle pas trop d'incidents réseau liés à ces nouvelles énergies. Ensuite, je vais vous parler de la sûreté nucléaire en France, et je vais faire un petit zoom sur Fukushima, parce qu'il y en a plein qui disent oui, mais la France ça va être Fukushima, et on vient de me donner un article sur budget. Non, Fukushima, on ne parle pas de Tchernobyl parce que c'est tellement vieux, mais je pourrais vous parler de Tchernobyl aussi si vous voulez. J'ai rien préparé sur Tchernobyl, mais je connais un petit peu l'histoire. Ensuite, je vous parler rapidement des déchets, parce que là, j'avoue que je ne suis pas un pro des déchets, je sais juste 2-3 petits trucs, mais il y a certainement des gens qui sont plus compétents que moi là-dedans. Et puis un petit zoom sur les événements climatiques extrêmes, et notamment sur ce qu'on a entendu dans une conférence dédiée au professeur des écoles, qui m'a un petit peu surpris, je vous dirai pourquoi. Voilà, donc on va attaquer. Voilà. Donc, historique des moyens de production. Avant la guerre, nombreuses sociétés de production qui étaient indépendantes, qui étaient privées, donc qui ont été nationalisées par la suite. Donc en 1936, on avait 45% d'hydraulique et 45%... il en manque, oui, il doit y avoir 10% peut-être de thermique là-dedans que je n'ai pas noté. En 1960, production hydraulique, on a bien monté, on est passé à 60% et 42% charbon. Donc ça, c'est le... Après, je vous montrerai, il y a un petit graphique. Après-guerre, en 1946, face aux nécessités de reconstruction de la France, nationalisation de l'électricité, enfin de toutes les sociétés, de la production, la distribution, le transport, la commercialisation, pour faire EDF.
construction donc, de barrages hydroélectriques et de centrales thermiques. Donc on appelait les, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les cathédrales des temps modernes, qu'on appelait ça les garages, les barrages. Les barrages, oui. En 70, suite au choc pétrolier, décision politique de la construction de centrales nucléaires pour l'indépendance énergétique de la France. En plus, le pétrole s'est mis à coûter très cher, donc ça devenait dangereux pour notre pays, financièrement. Mais alors, j'ai mis un petit, des chiffres de la balance commerciale que j'ai trouvés en 2012, qui sont quand même importants à situer quand même. Alors, c'est vrai que ces décisions ont été prises en 70, malgré tout, en 2012, déjà, on voit qu'il y a quand même des effets. Le déficit commercial français, 67 milliards d'euros. Si on n'avait pas le nucléaire, il aurait fallu acheter du gaz pour produire l'électricité avec des centrales à gaz, ou du charbon, on n'a peut-être pas fermé le charbon, mais bon, ou du pétrole, hein, on aurait dépensé 25 milliards d'euros. Et puis, grâce au nucléaire, malgré tout, on vend quand même des services nucléaires, on vend des centrales à la Chine depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on est en Chine avec le nucléaire. Ils ont 4 centrales qui tournent là-bas, 4 tranches nucléaires. Et on en a construit deux de plus, dont une qui a démarré l'an dernier, une qui est en cours de démarrage, là, des EPR. Donc on vend quand même de l'industrie nucléaire à l'étranger. Je vous en parlerai un petit peu après. Et puis, année 2000, prise de conscience climatique, on commence à construire des éoliennes et des panneaux photovoltaïques à tout va. Mais moi, ce que j'ai envie de vous montrer, on verra après. Donc voilà, la progression de la production d'électricité depuis 1950. Donc au début, je vous disais, donc à peu près équivalence entre l'hydraulique et tout ce qui est thermique à flamme. Ce que j'appelle thermique à flamme, je répète, c'est gaz, fioul, charbon. Donc on voit que ça progresse jusqu'à à peu près, bon, jusqu'au démarrage du nucléaire, à peu près. Alors le thermique à flamme prend un petit peu la prépondérance par rapport à l'hydraulique. Mais là, on commence à se dire, pétrole, la crise pétrolière, ça coûte cher, et en importation, ça coûte les yeux de la tête à la France, quoi. Donc décision de lancer le nucléaire civil, production d'électricité nucléaire civile. Donc une forte progression, et là on a une très très forte progression jusqu'à 1995, on va dire, où on installe nos premières tranches 900 MW jusqu'à, jusqu'à 80-85 à peu près, et on passe au 1300 jusqu'à 95 et 1450. Je crois qu'on a dû démarrer un peu avant 2000, il me semble, le N4, enfin 1450 MW, et actuellement, bon, ce qui est toujours en cours de démarrage, ce qui est bien trop long, je viens de dire, 1600 MW, c'est l'EPR. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces tranches nucléaires qu'on a construites, on les a faites par palier. Quand je parle de 900 MW, il y a un palier 900. Ça veut dire quoi? Alors un palier, ça veut dire quoi? Ce sont des... c'est comme des voitures, vous achetez une Renault Mégane, vous achetez une Renault Safran ou je sais pas quoi, c'est les mêmes voitures. Donc les tranches nucléaires, les 900, ce sont les mêmes tranches. Ce qui fait des économies d'échelle sur la conception. Et c'est aussi sur l'exploitation, sur la maintenance, puisqu'on maintient les mêmes matériels sur toutes les tranches. Donc il y a les tranches 900, il y en a 20 je crois, les tranches 1300, il me semble qu'il y en a pour arriver à 58 dû à 34, et 1450, il y en a 4. Donc on arrive à 58, c'est bon, il reste l'EPR 59. Où j'en étais. Donc voilà. Ensuite, comme je disais, vers les années 2000, prise de conscience de l'événement climat. Donc ici, on va voir l'éolien qui démarre un peu plus tôt, là, alors, qui est encore petit. En dessous, on a ici le solaire, et ici, en petit, la biomasse. Bon, ça ne représente pas grand-chose, et j'allais dire pour le moment, c'est pas trop gênant, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, ces énergies-là, à part la biomasse, le vent et le solaire, ça produit que quand il y a du vent ou du soleil. Autrement dit, il n'est pas question d'avoir de l'électricité solaire la nuit. Et puis quand il n'y a pas de vent, c'est compliqué. Là, j'ai fait une petite projection jusqu'en 2035. Alors, je ne me suis pas fatigué beaucoup. Je dis, j'ai stabilisé complètement la consommation, ce qui ne va pas être vrai. On est d'accord, ça va certainement augmenter.
Je ne me suis pas basé sur les chiffres, parce qu'il y a un rapport qui a été fait jusqu'en 2035, voire même 2050. 2050. Jusque 2050 peut-être. Oui, J'ai mis 2035. Et j'ai dit, tiens, on va continuer. Alors j'ai pris la progression la plus forte jusqu'à 2000, là on est en 2020, jusqu'à 2018-2019, du solaire, de l'éolien et du solaire, et je les ai continués, la plus forte jusqu'à maintenant. Sachant qu'ils vont peut-être arriver à progresser encore plus vite. Mais je ne suis pas sûr, parce que notamment pour l'éolien, ça pose pas mal de problèmes d'acceptation des gens qui sont à côté. Hein. Quand vous avez une maison et qu'on vous dit, tiens, je veux faire une petite éolienne, enfin petite, une grande, hein, ça fait jusqu'à 200 mètres de haut, à côté de chez vous, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord parce que le prix de la maison, la valeur de la maison risque de baisser fortement. Donc, Paysage. il y a aussi les paysages, il y a aussi... il paraît que ça fait des bruits, ça je ne peux pas dire, je suis jamais allé à côté, enfin beaucoup de gens se plaignent de tout ça. Le solaire, bon c'est pareil. Donc là, j'ai fait une progression comme ça, j'ai essayé de la remettre, je vais vous montrer juste après. J'ai mis le nucléaire en bas pour mieux voir, hein, avec la même progression. Donc là, j'ai remis ça en haut. On voit qu'on n'arrive pas à 50% de NR. Alors le NR, ça serait ça, hein. On est loin des 50% par rapport à... On est loin, pas si loin que ça, mais on n'est quand même pas dessus. Donc quoi qu'on fasse, à mon avis, on n'arrivera pas à 50%, sauf à baisser... Alors si, il y a des trucs qui pourraient nous aider. Comme on dit, la meilleure énergie produite, c'est celle qu'on économise. Si on dit on consomme moins, c'est clair qu'on arrivera peut-être à le faire. Voilà, ce sera peut-être la solution. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ouais, donc le plan, on a fait l'historique, la part filière, puis une projection en 2035. On va passer donc à la suite, les coûts de production. Donc là j'ai mis donc un tableau des coûts de production que j'ai trouvé sur internet forcément, où on voit donc les... Alors ce qu'il y a de plus bas pour le moment, centrales nucléaires construites, forcément elles sont amorties, tous les bétons sont, ont été payés. Donc on est à 50 €. Éolienne terrestre, on est à peu près à, on va dire, 60. Solaire au sol, on doit être à 75-80. Centrale au gaz, on est à 100. Centrale au charbon, on est à 100. Centrale nucléaire EPR, pour le moment, on serait à 120. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on imagine 120. Pourquoi? Parce que l'EPR, le nôtre, il n'a pas encore démarré. S'il avait démarré dans les temps, on ne serait certainement pas à 120. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que c'est ce qu'on appelle chez nous une tranche tête de série, c'est-à-dire qu'on essuie tous les plâtres la construction d'un nouveau matériel, quoi. Et les suivants, forcément, enfin j'espère bien qu'il y aura des suivants, après on verra. Comment dire, comme on a l'expérience de la construction d'un premier nucléaire chez nous, d'un premier EPR chez nous, le coût de construction de ce nouvel EPR va baisser. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois, ils sont allés plus vite que nous, mais ils ont mis aussi beaucoup plus de monde pour travailler, mais sur le même matériel. Ils ont déjà démarré, l'an dernier. On a en Finlande, alors c'est pas nous qui l'avons construit en Finlande, c'est peut-être ça l'erreur qu'on a fait, c'est pareil, ils sont toujours pas démarrés. En Angleterre, on en a lancé 2, donc c'est en cours de construction. Donc tout ça, ça va nous faire de l'expérience et du retour d'expérience, comme on appelle, et nous permettre de gagner du temps sur les futurs problèmes ou sur les problèmes potentiels ou qu'on a déjà rencontrés. Ensuite, l'éolien offshore, il est à 140, l'éolien offshore, alors ça c'est, comment dire, posé au sol, et ça c'est flottant. Il est à 190. L'hydrolien, bon l'hydrolien, il est à 250, il faut savoir aussi que l'hydrolien pour le moment ça ne marche pas. Bon, faudra voir. La biomasse, je n'ai pas trouvé de chiffre, donc je peux pas, j'aurais pas dû le mettre la biomasse parce que j'ai pas de chiffre. Ce qu'il faut voir aussi, c'est important, c'est que quand on dit éolien offshore flottant et tout ça, ou solaire, les prix de ces énergies baissent régulièrement. C'est-à-dire que le solaire, on est plus efficace maintenant, ça baisse. Sauf que l'État s'est engagé, quand on construit un champ de panneaux solaires, quand on construit un champ d'éoliennes, l'État, la signature du contrat d'achat d'électricité, elle est valable
les prix d'achat d'électricité sont valables tout le temps. C'est-à-dire qu'on achète, on dit tiens, vous construisez un champ d'éoliennes et vous vendez votre électricité éolien de ce champ-là à... alors l'éolien, je l'ai vu à combien éolien terrestre, allez, 60, on va être gentil, 60 € de mégawatt. Eh bien 60 € de mégawatt, pendant les 20 ans qui sont censés durer ce truc-là, ça va être 60 € de mégawatt, même si on arrive à faire des éoliens terrestre à 40 € plus tard. Mais ce champ-là a été construit pour 60, ça sera 60 toute la durée de sa vie. Ça fait donc quelque part l'état où oui, c'est une signature de contrat de construction de champs d'éoliennes ou de photovoltaïque qui va durer qui va avoir la durée de la vie de ce champ-là. Donc ça veut dire que ça fait un investissement. Ça permet à l'investisseur de se payer sur le futur, de ne pas prendre de risques quelque part. Et le problème, c'est que c'est le Français qui va payer la différence avec le reste, quoi. Enfin bon. C'est pas trop rentable. Pour les Français, je ne suis pas sûr que ce soit rentable. Pour le gars qui construit, je pense que ça l'est. Ah oui, oui. Voilà. Malgré tout, on arrive pour le moment à vendre notre électricité donc aux citoyens, hein, résidentiels. On est dans les prix, on va dire, les moins chers d'Europe, puisque les plus chers sont les Allemands, à 30 centimes le kilowattheure. Nous, on est en France à, on va dire, 17 centimes et demi le kilowattheure. Après, il y en a qui sont encore moins chers, hein. Si on va jusqu'à Bulgarie, alors je ne sais pas pourquoi ils sont moins chers. Je sais que par contre, la Finlande, notamment, elle est un peu moins chère que nous parce que comment dire, ils sont beaucoup en hydroélectricité. L'hydroélectricité, c'est ce qu'il y a de moins cher en fait. Parce que l'énergie est gratuite, une fois que tu as construit ton barrage, il dure beaucoup de dizaines d'années, on va dire. Si on pense à QC, l'usine de QC, elle a été mise en service en 1899. Elle a donc 120 ans, hein, voilà, 120 ans. Et elle tourne toujours. Voilà, donc ça c'est... malgré tout ce qu'on peut dire, nucléaire c'est cher, tout ça, on est quand même dans des prix plus ou moins plutôt avantageux en France. Si on va regarder le prix de l'électricité au niveau non résidentiel, on est encore mieux placé, puisqu'on est au 16e rang hein, des plus chers, ce qui donne malgré tout un avantage à nos industriels, à nos PME, PMI, et ainsi de suite, par rapport à d'autres pays comme notamment l'Allemagne, qui sont les plus chers encore une fois. Je disais tout à l'heure, je vous ferai un petit, je vous montrais à peu près le gaz à effet de serre produit par ces différentes énergies. Donc on voit que l'hydraulique, c'est une des moins chères. Bon, il y a le nucléaire construit, effectivement, puisqu'il a été construit, on ne peut pas dire que... je vais prendre plutôt centrale nucléaire EPR. On est à 6, là je me rappelle du chiffre, on ne voit pas bien sur le truc, hein, on n'est pas loin de 0. On est à 6... alors, j'ai oublié. Ça doit être 6, les flûtes. Je crois que c'est des grammes par kilowattheure. 6 grammes par kilowattheure. L'hydraulique, on est à 6 grammes. La construite, on était à 4. C'est la 6 grammes par kilowattheure. L'éolien terrestre, on doit être à 10. L'éolien offshore posé, bon, on est dans ces mêmes eaux, 15. Le flottant, il est à 15 ou 20. Photovoltaïque, on doit se trouver autour de 50. Alors, photovoltaïque, pourquoi 50? On peut se poser la question. Une fois qu'il est posé, il ne produit absolument pas de gaz à effet de serre. Hein. On est bien d'accord. Ça inclut le cycle complet, c'est-à-dire construction, production, évidemment, il n'y a rien, et des constructions. C'est l'ensemble. C'est pour ça que le central nucléaire, c'est pareil, il y a 0 quand on produit. Mais on arrive à 6 parce que la construction, forcément, il y a beaucoup de béton, ça fait pas mal de CO2. Mais derrière, sur la durée de la vie de la centrale, vu le nombre de kilowatts produits, de mégawatts, de térawattheures, si on veut le produit, ça coûte beaucoup moins cher. Photovoltaïque, on est là, donc centrale au gaz. Ben là, c'est pas tellement la centrale elle-même qui produit du CO2, hein, c'est la production. Alors forcément, la construction de la centrale, elle en produit. Mais malgré tout, quand on produit de l'électricité avec du centrale au gaz, on brûle du gaz, on fait du CO2. Le fuel, c'est pareil. Donc on arrive presque à 1000. Là, on doit être à 900 et presque à 1000 entre gaz, fuel, charbon
Et la biomasse. Alors la biomasse, il y en a qui vont vous dire c'est zéro. Parce que, comment dire, la biomasse qu'on brûle, donc le bois ou je sais pas quoi, elle a produit de l'oxygène avant d'être brûlée, donc on va dire qu'elle a produit autant d'oxygène avant d'être brûlée que ce qu'elle va produire de CO2 après être brûlée. Donc on va dire c'est neutre. Voilà, enfin, sauf que si on utilise nos champs pour faire comment dire, de la biomasse, pour la brûler comme ça, plutôt que pour alimenter comment dire, nos troupeaux, faire vivre enfin faire de la nourriture, je ne suis pas sûr que ça soit très rentable. Hein. Bon, c'est vrai qu'un troupeau de vaches, quand il bouffe de l'herbe et qu'il pète, il fait pas mal de méthane. Hein. Ça, il paraît. Donc il faut arrêter d'avoir des vaches, il faut arrêter de manger de la vache. Chacun son truc. Donc la biomasse, moi je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un carbone zéro. Mais ça, c'est mon avis. Voilà, coût de production. Programmation. Alors là, je vais rentrer sur des trucs un petit peu plus... je vais essayer d'aller dans un peu plus technique, on va dire, sur la programmation de l'électricité. Donc je rappelle que l'électricité ne se stocke pas actuellement. J'ai mis, ou alors de manière marginale, alors marginale, oui et non, on a... alors dans des batteries, c'est très très marginal. On arrive à le faire, mais c'est très très marginal, pour le moment. Hein. Non, parce que les grosses... le gros stockage d'électricité qu'on fait actuellement, c'est pas sous forme d'électricité, c'est sous forme d'eau. On pompe de l'eau dans un lac en bas, on le remonte dans un lac en haut, et comme ça on va turbiner quand on a besoin d'électricité. Ça, c'est quelque part, c'est du stockage d'énergie, puisqu'on monte de l'énergie pour la redescendre. C'est vrai que ça coûte cher en énergie tout ça, hein, mais bon. C'est 30% pour la montée, 30% pour la descendre. En gros, 0,3 fois 0,3, ça fait quoi? Ça doit faire 10% d'efficacité. 10% d'efficacité. Le problème, c'est qu'on va consommer l'électricité pour la montée à un moment où elle est très peu chère, c'est-à-dire qu'on en a trop, pour la returbiner quand elle est très chère, quand on n'en a plus. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc il est nécessaire d'adapter la production à la consommation 24 heures sur 24, toute l'année. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Là, j'ai mis en fond de plan la courbe d'électricité. Alors je ne sais plus quel jour c'est, ça c'est... mais c'est la courbe qui est définie tous les jours. C'est pas tous les jours la même courbe, on est bien d'accord, hein, mais tous les jours une courbe de production, de prévision de consommation est définie par le RTE, et le lendemain, il faut qu'on adapte la production à ça. Donc, cette courbe, elle est définie en fonction de quoi? De l'heure. Donc, effectivement, hein, puisque là, c'est défini, donc là, j'ai mis toutes les 30 minutes, parce que c'est ce qu'on voit sur le... Ces courbes-là, on les trouve facilement sur Internet, je vous dirai où après, toutes les 30 minutes. Donc, en fonction de l'heure, c'est en fonction... alors, on voit qu'ici, vers 19 h, il y a une grosse pointe. Pourquoi? Parce que les gens, ils rentrent du boulot, ils mettent en gros, ils commencent à faire le repas et tout ça. En fonction de la saison, parce qu'effectivement, l'hiver, comme nous en France, effectivement, on chauffe pas mal électrique. On a une grosse consommation d'électricité l'hiver. Et on a beaucoup moins l'été, donc l'été, c'est pas du tout la même courbe. Mais l'été, ça va venir à remonter, parce que la clim s'installe de plus en plus. Hein, les clims, c'est électrique, donc c'est pareil, ça consomme. En fonction de la météo, ce que je mets ici, l'hiver, 1 degré de moins coûte 2400 MW. Ça veut dire qu'il faut mettre... Alors 2400 MW, c'est quasiment 2 tranches de 1300, quoi, puisque ça fait 2600. En fonction du jour de la semaine, parce que le week-end on consomme moins, il y a déjà les industries qui ne tournent pas, donc on consomme moins. Et des événements particuliers, parce qu'effectivement, les jours fériés dans la semaine, hein, puisque si tu as un jour férié dans la semaine, forcément tu consommes moins. Mais aussi de la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, on sait que tout le monde va allumer sa télé à telle heure, et qu'il y aura un petit pic de consommation, et ça on le prévoit aussi. Et puis en fonction des vacances, c'est tout un tas de paramètres. C'est suivant aussi l'historique de consommation, c'est-à-dire que on se réfère à ce qui s'est passé dans la même période à peu près l'an dernier, et puis on calcule, on fait des approximations par rapport à ça. Et suivant les remontées temps réel. Alors pour le moment, jusqu'à maintenant, on n'avait pas de remontée temps réel, donc ça je vais rajouter après. On a des compteurs Linky qu'on nous demande d'installer. Et bien ça sert aussi à ça. C'est-à-dire que les remontées temps réel du compteur Linky vont pouvoir permettre d'être plus précis dans la prévision de la consommation, pour pouvoir s'adapter encore plus précisément à la production. Et ce qui fait des économies de coûts, parce que quand on a prévu une courbe de consommation et puis que derrière on n'a pas tout à fait la même
la même consommation. On a prévu donc toute une production. Si on n'a pas tout à fait la même, il va falloir réajuster cette production. Si vous la réajustez en moins, c'est-à-dire vous consommez un peu moins, c'est un peu moins grave, ben il va falloir vendre notre énergie qu'on a prévue en plus ailleurs, ou alors la... Mais s'il faut en acheter en plus, ben ça va nous coûter plus cher parce qu'elle n'était pas prévue d'origine. Donc toujours pareil, toujours sur la programmation, donc alors je vous ai montré la prévision, hein, quand on fait de la veille pour le lendemain. Donc la veille pour le lendemain, toujours, hein, c'est toujours que c'est fait ça. On prévoit qu'est-ce qu'on va mettre en face de cette consommation. Et là je les ai mis par ordre d'appel, c'est-à-dire qu'en bas, on va avoir, alors c'est mal marqué, l'éolien et le solaire. Pourquoi ? L'éolien, le solaire, la biomasse, pourquoi ? Parce que c'est des énergies qu'on s'est engagé à acheter aux producteurs, quels que soient nos besoins. C'est-à-dire que dès l'instant où il produit, on lui achète. Quand on en a besoin ou pas, on lui achète. D'accord ? Ça, c'est un peu notre problème pour plus tard. Ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit là ? Parce que normalement, il y a l'hydraulique après, ensuite il y a le nucléaire, cette grosse partie-là. Le solaire, il est bien... Bon, bah, il est tout en bas, on le voit à peine. Parce qu'ensuite, il va y avoir le charbon, il va y avoir une partie d'hydraulique qui est tout en haut. Pourquoi ? Parce que je vous le montrerai après, parce que... oui, dans les graphiques suivants, je vais vous montrer ça. Je vais le placer tout de suite, ça va être plus clair. Je vais prendre l'exemple, donc le fameux exemple du 14 janvier. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est un jour où il y a un peu plus de soleil, on voit mieux. Hein, parce que s'il n'y a pas de soleil, ben le soleil il est écrasé. Donc là, j'ai mis la biomasse. Tout en bas, j'ai mis que la biomasse pour le moment. Donc on voit, bon là c'est très faible, c'est sûr pour le moment, on ne remplit pas le tableau. Ça c'est tout ce qu'il faut produire, d'accord ? Ensuite j'ai mis l'éolien et le solaire. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les énergies qu'on est obligé d'acheter. Le RTE est obligé d'acheter aux producteurs ces énergies-là prioritaires. Enfin, comme il est obligé d'acheter, de toute façon, c'est là. Donc on voit, bon là, malgré tout, comment dire, ça produit pas mal. Hein. Là on est à 10 000 MW le matin pour le 9700, j'ai mis là, pour l'éolien, et on tombe à 1700 le soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit bien que quand le vent tombe, on passe de 9700 à 1700, et bien, il va falloir combler les 8000 qui vont manquer. Le solaire, ici, comme je montre, quand on dit le solaire, ça ne produit que le jour, ça ne produit même pas toute la journée. Enfin, ce que je veux dire, ça commence à 8 heures. Alors ça, c'est vrai que c'est le 14 janvier, si on est en hiver, hein, on est bien d'accord. Le soleil se lève plus tard, il se couche plus tôt. Malgré tout, ça commence petit à 100 MW, alors j'ai pas mis les 50 ou je sais pas quoi, ça commence à 100, ça monte, combien là, j'ai 2400 à 13h, et ça finit à 100 à 18h. Sachant que l'été, on arrive quand même à monter à 6000 MW, hein. L'été c'est pas mal, ça c'est une journée d'hiver, j'aurais pu prendre une journée d'été, mais c'est pareil, comment dire, ce sont des éléments perturbateurs quelque part. On est obligé, on est obligé de fournir cette courbe-là. Et la météo va nous dire, bon ça, on sait qu'on va y avoir, on sait qu'on va avoir du vent, on connaît à peu près la couverture nuageuse, donc on sait à peu près ce qu'on va avoir comme soleil, mais malgré tout, il va falloir s'adapter à une baisse de vent rapide, à une couverture nuageuse pas tout à fait prévue, il va falloir s'adapter. Donc voilà pour ce qui est, ça c'est vraiment les ENR, les nouvelles ENR. Maintenant, on va rajouter le nucléaire. On voit que le nucléaire, alors autant les ENR, si je reviens en arrière, voilà, on voit qu'elles ne s'adaptent pas du tout à la consommation. Elles sont là, on les prend. D'accord ? Pour moi, c'est vraiment ça le problème des ENR qu'on voit actuellement. Maintenant, si on prend le nucléaire, lui, il commence à essayer de s'adapter à la production. Si on prend que le nucléaire tout seul, hein, là j'ai mis tout seul, il baisse un peu ici, puis il remonte quand on en a besoin. Là, il ne remonte pas parce que peut-être qu'il ne peut pas à ce moment-là. Enfin bon, j'ai pas toutes les tranches en tête tous les jours. Ce 14 janvier-là, je ne sais pas ce qui se passait, mais bon, il ne le fait pas. Mais on voit que le nucléaire, ça ne suffit pas. Donc là, j'ai rajouté ce qu'on avait mis avant, donc toutes les ENR, les nouvelles ENR, plus le nucléaire. On voit qu'on a quand même un petit peu de surproduction la nuit, là jusqu'à, j'ai dit,
minuit et demi à 5h du matin. Ah si, puis je voulais vous dire, vous montrer. Sur le nucléaire, on a un minimum à 47 000 MW et un max à 52 000 MW. On a quand même une fourchette de 47 à 52, de 5 000 MW de différence sur la journée. C'est quand même pas négligeable. On arrive à s'adapter sur 5 000 MW. Ensuite, je rajoute l'hydroélectricité. Alors, l'hydroélectricité, c'est les usines au fil de l'eau, c'est-à-dire toutes celles qui sont sur le Rhône, et le Rhin notamment, hein, c'est les plus... sur la Loire, il y en a un peu moins, il y a la marée motrice qui est pareil, qui est on prend tout le temps. Sur la Rance, il y en a un peu aussi au fil d'eau, c'est-à-dire c'est l'eau qui passe, on est bien conscient que l'eau, quand elle passe dans le Rhône, on ne va pas dire tiens, j'ai pas besoin d'électricité, je vais arrêter le Rhône, et puis je le ferai turbiner quand on arrête sous le Rhône, si on l'arrête, ça va déborder. Hein. Lui, il faut savoir par exemple à Valence, le débit moyen du Rhône, c'est 1000 m3 secondes. Le débit en crue maximum, c'est 10 000 m3 secondes. Donc, on arrive... Alors, 1000 m3, c'est à peu près presque le moins. Alors, c'est pas le moyen, ça doit être le plus bas, le 1000 m3. Le moyen, ça doit être 2000 peut-être. Et donc, on turbine en tout ce qui passe. Et ça, en gros, ce qu'on voit ici, qui est régulier, c'est que là, on n'a pas trop besoin, on a vu tout à l'heure la somme d'énergie, on surproduisait déjà. Donc on a besoin que du débit des usines, comment je disais, hydraulique, mais sur au fil de l'eau. Merci, j'ai oublié. Au fil de l'eau, c'est-à-dire que c'est l'eau qu'on est obligé de passer. Et là, on commence à avoir un petit peu plus besoin d'électricité. On va commencer à ouvrir les barrages. Les barrages on a stocké l'eau l'hiver dans des barrages comment dire, à l'automne, alors pas l'hiver, pendant l'automne, toutes les pluies, on remonte les barrages, le niveau des barrages, hein, et ensuite eh ben, on turbine l'hiver pour, à ces moments-là, quand on en a besoin, c'est-à-dire on voit qu'on consomme un peu plus, donc on monte un peu, et ici on va stocker, on va réutiliser l'eau aussi, les jours de grande pointe, ce que je disais tout à l'heure, des stations, alors ça s'appelle STEP, stockage, enfin c'est des stations, c'est les barrages qu'on a remplis en haut, les lacs qu'on a remplis en haut et les returbine la nuit. On les returbine quand on a besoin. Donc si on ajoute ça, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai marqué. Donc adaptation à la consommation, on a quand même un mini à 2100 MW, un maxi à 13 500, on a quand même 10 000 MW d'adaptation, c'est quand même pas négligeable du tout. Composé de fil de l'eau, ce que je disais tout à l'heure, et barrage de moyenne et haute chute. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là-dessus, on est OK. Donc si je rajoute tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant, plus l'hydroélectricité, on dépasse encore largement la consommation. Là. Enfin largement, on commence à dépasser. Bon, je vous montrerai tout à l'heure, hein, ce qui dépasse ici, c'est ce qu'on va vendre à l'étranger, ce qu'on va utiliser pour returbiner l'eau, pour remonter l'eau. Ensuite... donc ça c'est quand on rajoute les énergies fossiles, charbon, fioul, gaz, surplus d'énergie à l'heure de pointe. On a un surplus d'énergie tout le temps, sauf à l'heure de pointe où effectivement il nous fallait tout pour arriver à passer notre heure de pointe. Maintenant si je rajoute les utilisations, donc l'équilibre de production, on est bien d'accord qu'il faut arriver à cette courbe-là, hein, là en bleu. Eh bien donc, ce qu'on fait, ce qui est en bleu là-bas, ici, je vous parlais tout à l'heure du stockage d'énergie sous forme de flotte dans les barrages, remplissage de barrages, donc c'est le pompage, et export d'électricité vers les pays voisins, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie et la Suisse. Alors j'ai pas marqué l'Allemagne, pourquoi? Parce que l'Allemagne, on en importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si... comment dire, on dit oui les Allemands ils sont bien contents d'avoir notre nucléaire, c'est pas souvent, enfin en moyenne c'est nous qui sommes plus importateurs d'électricité de l'Allemagne que nous qui exportons à l'Allemagne. Bon, faut le savoir. Bon, les questions on verra après, si vous notez-les et puis j'essaierai d'y répondre. Donc si on ajoute en fait, si on enlève tout ce qu'on exporte ou on consomme là-bas à ça, on arrive à coller à notre courbe de production égale consommation. Voilà.
Donc j'ai fini pour ça. J'espère que je ne vais pas trop vite. Hein. J'ai des questions. N'hésitez pas, notez bien vos questions, j'essaierai de répondre après. Donc on va voir sur les modes de production maintenant. Alors ce que j'ai mis sur les modes de production, c'est ces petits signes-là, en plus. Bon, j'ai pas voulu, comment dire, mettre des chiffres, parce que bon, d'abord j'en ai pas. Mais ça, c'est la variabilité du moyen de production. Et ça, c'est le CO2. Est-ce que ça pollue, est-ce que ça pollue pas? Donc le fuel, c'est très variable. Hein. Alors, le max, c'est 5 signes sur la variabilité. Le gaz, c'est ce qui est le plus variable, avec les barrages de lac, STEP, avec les STEP. Alors STEP, c'est station de pompage, alors, je ne me rappelle plus de ce que ça veut dire exactement, mais c'est les fameux barrages qu'on remplit. C'est très variable, pourquoi? Parce que quand je dis très variable, c'est que quand on a vraiment besoin d'électricité, s'il y a un incident majeur sur le réseau, on va dire, on peut mettre sur une seule usine déjà qui est Grand Maison, elle peut produire 1800 MW en 2 minutes. Donc c'est super rapide, même le gaz n'y arrive pas. Mais le gaz est assez rapide quand même, il est très très souple le gaz. Le fuel est pas mal souple, le charbon, il est pas mal souple aussi. Il y a les barrages, comme je disais tout à l'heure, les barrages de moyenne haute chute qui sont assez souples, hein, mais malgré tout, on essaie de ne pas trop vider les lacs, hein, il faut garder pour le lendemain parce qu'il y a des moments où on ne peut pas remplir. Il y a le fil de l'eau, il n'est pas souple, parce qu'on turbine tout ce qui passe. La marée motrice, elle n'est pas souple, parce qu'on c'est pareil, c'est la marée motrice, vous savez ce que c'est l'usine de la Rance où quand la marée monte, on remplit l'estuaire, et puis quand la marée baisse, on le vide. Et on turbine tout ce qui passe dans un sens ou dans l'autre. Et les hydroliennes, c'est pareil, les hydroliennes, quand elles sont sous la mer, elles turbinent tout ce qui passe et on achète. Sauf que pour le moment, on a fait des essais, ça ne marche pas trop. C'est le problème technique, ça marchera, hein, mais il faut du temps. Le nucléaire, centrale nucléaire, on a vu quand même sur les courbes de tout à l'heure qu'on arrivait à s'adapter, on a quand même 5000 MW d'adaptation dans la journée, c'est pas négligeable, donc c'est quand même un petit peu souple. Ça n'est pas autant que le gaz, et avec ces énergies-là, c'est peut-être bien ça le problème. L'éolien terrestre et offshore, quel que soit l'éolien, de toute façon, que ce soit souple ou pas, on ne s'en pose même pas la question puisqu'on achète tout. Autant dire que c'est pas souple du tout, on est obligé d'acheter ce que produit le producteur. L'océllaire, même débat, ça on est obligé d'acheter, donc c'est pas souple. Les géothermies, j'ai mis un petit peu de souplesse, parce que géothermie, effectivement, je pense que le producteur il peut s'adapter, mais je suis pas sûr qu'on lui demande de s'adapter, j'en sais rien. Voilà. Alors, j'ai fait un petit slide de compensation ENR. Le problème, effectivement, les ENR, comme je vous ai montré, ça produit quand ça veut, c'est-à-dire quand il y a du vent ou quand il y a du soleil. On achète quand ça produit, donc on n'est pas souple. Le soleil, ça ne produit pas la nuit. Il y a une production progressive avec une pointe à midi, c'est l'heure midi solaire, hein, chez 14h l'été. Et puis ça dépend de la météo, parce que s'il y a des nuages, le soleil il est masqué, donc ça produit moins. Malgré tout, c'est en partie prévisible, parce que je pense que le Météo France, on a des organes de Météo France et autres, qui sont assez performants et qui arrivent à prédire s'il va faire du soleil ou pas sur tel champ, et s'il va y avoir du vent ou pas. L'éolien, donc, oui, c'est ce que je disais, production variable, déclenche. Alors, l'éolien, je ne sais pas si on vous dit, mais il produit avec des vents à partir de 30 km/h à peu près, et au-dessus de 90, il ne produit plus, il s'arrête. Parce que, alors, on a une vidéo extraordinaire sur Internet sur une éolienne qui a si vous voulez, à partir de 90 km/h, l'éolienne est obligée de déclencher, donc elle met ses pales de manière à ne pas être obligée de tourner, voilà, elle fait tourner ses pales, elle ne tourne plus. Puis il y en a une qui a dû avoir ce système-là qui ne marchait pas, elle s'est mise à accélérer, et au bout d'un petit moment, elle tournait trop vite, elle a explosé. Enfin, les pales sont détachées. Quand on voit la taille d'une pale, j'aimerais pas la prendre sur la tête. Ceux qui habitent à côté, alors là, comment ça marche? Ouais, bon, enfin, c'est quand même assez rare, hein. J'ai vu ça une fois, j'étais surpris. Bon, tout ça, il faut le compenser. Et les productions prévues par la météo,
en imaginant qu'il y ait des vents trop ou pas assez forts, comment dire, la météo elle prévoit beaucoup de choses, mais quelquefois elle n'est pas tout à fait précise sur la vitesse du vent par exemple. Hein. Imaginons que le vent il passe à 95 km/h, qu'il y ait tout un champ d'éoliennes qui se déconnecte, ça va faire quoi? Il va falloir remplacer cette énergie qui va manquer sur le réseau. Alors, les compensations, si c'est tout un champ qui se déconnecte d'un coup, ça peut faire, alors c'est pas énorme, vous me direz 55 MW, s'il y a des éoliennes, 50 MW. Par contre, s'il y en a 100, ça fait 100 x 5, ça fait 500 MW, c'est quasiment une tranche nucléaire, il va falloir s'adapter. On ne peut pas démarrer une tranche en 5 minutes, quoi. Donc, on risque d'être obligé de passer par la steppe, le temps que la tranche démarre, ou pas, ou alors centrale au gaz, ce qui va nous faire du CO2. Donc voilà. Ah oui, je vous ai mis aussi un petit truc sur l'empreinte foncière pour générer 1000 MW. Ça, j'ai trouvé ça récemment. C'est-à-dire pour faire 1000 MW en nucléaire, alors je me rappelle même, je crois que c'est 0,7 km², c'est pas grand-chose, c'est même pas un km². Alors 1000 MW, par exemple, un site comme Bugey, je crois que c'est 160... je sais plus si c'est entre 200 et 400 hectares, je ne me rappelle plus exactement. 200-400 hectares, ça fait 2 ou 4 km², mais il y a 4 tranches, ça fait 3600 MW, 3600 MW, divisé par... enfin, en gros, c'est à peu près ça, quoi. Donc, nucléaire, je suis à peu près dans le... Allez, 1 km² pour 1000 MW. Le thermique classique, oh, j'ai plus le chiffre. Bon, là, si c'est 1, on va imaginer que c'est 4. Par contre, le solaire, on monte tout de suite à 40. L'éolien, on va monter à 80 km² pour faire 1000 MW. C'est quand même assez... Alors, l'hydraulique, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais l'hydraulique, de toute façon, en France, on est équipé, on ne peut pas faire plus. On peut, je veux dire, les barrages, on ne peut pas construire de nouveaux barrages parce qu'il n'y a plus de place, quoi. On n'a pas... Les rivières qui étaient rentables du point de vue hydraulique ont été exploitées. Du coup, s'il fallait construire un nouveau barrage, eh bien, il faut 300 km² pour produire 1000 MW. C'est pas négligeable. Ça veut dire qu'on va noyer une vallée, quoi. En gros, c'est ça. Alors, sauf peut-être l'hydraulique au fil de l'eau. Effectivement, puisque l'hydraulique au fil de l'eau, encore que, si, il faut construire un canal d'amener. Le canal d'amener, moi, Valence, on fait, puisque j'ai travaillé pendant 3 ans à Valence, Naël vous l'a dit tout à l'heure, quand j'ai commencé dans l'hydraulique, on faisait 120 MW sur l'usine de Valence. C'était des groupes de 30, il y avait 4 groupes de 30 MW, donc 120 MW. Et pour 120 MW, il y avait un aménagement qui était quand même important. Donc on était loin du 1000 MW. Alors je n'ai pas la surface de l'installation hydraulique de Valence, hein. Mais c'est quand même important pour faire peu d'énergie. Même si cette énergie, au fond de compte, elle est très, comment dire, verte, quelque part, hein, parce qu'une fois qu'on a en turbine d'eau, une fois qu'on a construit notre barrage, et ça dure au moins une centaine d'années, hein, alors je ne sais pas si on va durer 200, 300, je ne les vois pas arrêter, puisqu'en plus, alors, la CNR, je vous en parle un petit peu, j'ai adoré travailler sur les barrages. À l'origine, la construction des usines hydroélectriques de la CNR, enfin au moins la CNR, avait 3 objectifs, c'était de produire l'électricité comment dire, équivalent, hein. Il n'y avait pas un prioritaire, je pense. Produire l'électricité, réguler le Rhône, parce que le Rhône, malgré tout, il y avait des crues, ça posait des problèmes, et permettre aussi, comment dire, on mettait des stations de pompage pour permettre aux agriculteurs d'arroser. Donc on mettait de l'eau en pression et on donnait l'eau aux agriculteurs pour arroser justement les champs tout autour. Objectif. Voilà, donc j'ai fini avec ça, les modes de production. On va passer aux incidents réseau, parce que je crois que vraiment, c'est un problème important vis-à-vis des ENR. Si on a un moment, on a bien vu la tempête de 99 par exemple, là l'ENR à mon avis il déclenche, en fait c'est pas à mon avis c'est sûr, il passera pas, il s'arrête à 90 km/h, donc au début il y a un peu de vent, donc l'attaque, là ça marche bien, ça produit, on est à fond, et puis dès qu'on passe 90, tout s'arrête. Donc là ça va être une vague, puisque la tempête, le temps qu'elle traverse la France, eh ben, une vague qu'on va couper le réseau électrique
sur la France entière, le temps de la tempête, quoi. Enfin, malgré tout, priorité donnée à la sauvegarde du réseau. Parce qu'en fait, un réseau, quand il est actuellement, hein, tout va bien, tout le monde a l'électricité, voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas faire de coupure, parce que derrière, pour remonter le réseau, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il est la sauvegarde du réseau, c'est prioritaire. Malgré tout, le 10 janvier, donc c'est pas vieux, hein, à 21h02, baisse de fréquence réseau de, alors je crois que j'ai lu sur internet, 0,5 Hz. 0,5 Hz, c'est énorme. Alors je vais peut-être être un peu trop technique, mais on a ce qu'on appelle des droites statiques de pente de charge. C'est une centrale nucléaire de 900 MW. C'est 2%, enfin je vais vous donner des chiffres rapidement comme ça, mais sachez que si on perd 1 Hz, on perd la moitié de la puissance. Enfin, on perd. Mettons qu'il y a une tranche, 1 Hz c'est la moitié de la puissance de la tranche. Mettons qu'il y a une tranche nucléaire à 450 MW à ce moment-là. Si on perd 1 Hz, il faudrait qu'elle produise 900. Ça c'est la régulation qu'il impose, sauf qu'elle ne va pas le faire tout de suite parce qu'il y a des limitations, donc on ne peut pas faire ça avec le nucléaire. Mais si on gagne 1 Hz, c'est-à-dire qu'on passe à 50,5 Hz, elle va perdre les 50 MW. Et ça, elle va les perdre assez rapidement. Les 450, pas les 50, 450 MW. Donc ça, 0,5 de perte de fréquence, c'est énorme, comme appel. Hein. C'est pas tout. À tel point que le RTE demande à des industriels répertoriés de couper le jus chez eux. C'est-à-dire de se séparer du réseau pour faire des économies. On a économisé 1500 MW. Et on a fini par éviter l'incident de réseau, réellement. Ça, c'est un incident sans problème sur le réseau. Vous voyez, c'est un incident qui est arrivé récemment. Un incident un peu plus vieux, le novembre 2006, 22h10, le 4 novembre, coup de chance, moi je commençais à me former sur le nucléaire et j'étais en salle de commande ce jour-là, on a perdu 1 Hz. Quand je vous disais tout à l'heure, 1 Hz c'est la moitié de la puissance du réseau, mais on a perdu 1 Hz, ça veut dire que la tranche qui était à 900 MW, il aurait fallu qu'elle produise 1350 MW. Heureusement, les tranches sont bien équipées, il y a des limiteurs, il y a des sécurités, on n'est pas monté à 1300. Ce qu'elles ne sont pas prévues pour, elles n'auraient pas pu le faire. Donc on est resté à 900 MW, allez, on a eu une petite alarme de dépassement de puissance, parce que ça fait malgré tout, on est passé à 100,02 puissance ou je sais pas quoi, et on est rebaissé tout de suite à notre, alors 100% de puissance 1, on est redescendu, alors on a dû faire les 970 MW et on est retombé à 960. Quand je dis une tranche de 900 MW, elle produit souvent, alors à budget notamment, c'est 940-950 MW, hein, réellement, dans les chiffres. Donc, incident réseau entre la France et l'Allemagne. Alors, cet incident réseau, c'est assez marrant. Enfin, oui et non, parce que ça a mis la... Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de 2006, ça a mis la France dans le noir, enfin une partie de la France dans le noir, peut-être pas, vous n'avez pas trop entendu parler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le Rhin, il y a un bateau qui voulait passer, il avait demandé l'autorisation au RTE de passer, et donc pour passer, il fallait qu'on ouvre la ligne, le disjoncteur de ligne. Il avait prévu de passer à 2h du mat, je crois. Le RTE dit ok, pas de problème, à 2h du matin, je peux couper la ligne, ça ne pose pas de problème. Sauf qu'il a pris un peu d'avance, il a téléphoné au gars du réseau, dit tiens, en fait, j'ai un peu d'avance, ça pouvait m'ouvrir la ligne tout de suite. Et c'était 22h10. Il a dit ah bah oui, vous avez l'autorisation, donc il n'a pas fait gaffe que l'heure, bah, c'était pas la bonne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, il y avait en transit, je ne sais plus, il y avait 2 000 4 000 MW, c'était assez. Bah voilà, il manque. Sur la France, il y avait des échanges, il manque 6400 MW sur la France. Donc, baisse de 1 Hz, ce que j'ai dit tout à l'heure. Les éoliennes, le problème c'est que, baisse de 1 Hz, le problème c'est que les éoliennes, elles sont prévues, alors pour se déconnecter, enfin, elles n'ont pas assez de puissance de vent pour tourner en dessous de 30 km/h, au-dessus de 90, elles se déconnectent, mais aussi, elles ne peuvent pas produire de l'énergie si la régulation des éoliennes, si on tombe en dessous de 49,5 Hz, elles se déconnectent. Donc c'est un aggravant puisqu'on est tombé à 49 Hz. Donc on avait besoin d'électricité puisqu'il en manquait. Et puis pas de bol, les éoliennes, elles s'enlèvent. Heureusement qu'on n'avait pas trop, hein, ça ne nous gênait pas. Mais, si on avait 50% jusqu'à 22h10, je vous rappelle qu'il n'y a plus de soleil. Hein. Surtout en novembre. L'été, on arrive des fois à avoir du soleil, mais
Donc ça veut dire qu'on n'aurait pas de solaire, on n'aurait que de l'éolienne, et ça veut dire qu'on perd toute l'éolienne. Les centrales disponibles donnent un peu plus, nucléaire, thermique, hydraulique, mais ça ne suffit pas. Alors, quand je vous disais tout à l'heure, le nucléaire, il y a des protections, on ne peut pas dépasser 100% de puissance, mais il y a des centrales nucléaires qui sont mises exprès en suivi de charge, c'est-à-dire qu'on leur dit, elles ne se mettent pas à 100% de puissance, elles se mettent à aller à 96 ou un truc comme ça, on leur dit, on va pouvoir vous prendre, on va devoir pouvoir vous prendre les 4% qui manquent. Donc elles se mettent à 96, et puis il y a un certain nombre de centrales qui sont à 96, elles prennent les 4% immédiatement. Donc ça met un peu de souplesse. Il y a quand même 5 millions de foyers qui sont déconnectés. Bon, vous n'avez pas été touché apparemment, puisque vous ne vous rappelez pas. Donc, mais il y a quand même 5 millions de foyers déconnectés en France. Démarrage des centrales hydroélectriques de pompage et des barrages. Bon, les barrages qui turbinent déjà, mais on augmente la puissance parce que c'est assez souple quand même. Celles de pompage, je vous parlais des steppes, avec 2800 MW qu'on met en 2 minutes, eh ben, elles sont arrivées sur le réseau. Et on a réussi à rétablir le réseau en moins d'1 heure. Et c'était intéressant à vivre ça en salle de commande. Je me rappelle, on avait des alarmes qui s'allumaient un peu partout, des alarmes de fréquence incorrecte, de puissance, d'appel de puissance important, de trucs comme ça. Puis, genre, on n'est pas alerté de ça puisque c'est un accident, on ne sait pas. D'accord. Donc le temps qu'on se dit, tiens, qu'on fasse le tour des appareils, pétard, il manque un hertz. Alors les gars, ils n'avaient jamais vu ça. On se dit, on va aller voir la tranche d'à côté, puisqu'il y a en fait à Bugey, les deux il y a 4 tranches, elles sont groupées 2 par 2 les salles de commande. Donc on traverse un truc et puis à la deuxième tranche. On va voir, putain, c'est l'appareil à côté. De toute façon, ça n'aurait pas pu être possible autrement. Je veux dire, la fréquence, les évolutions de fréquence sont au niveau du réseau. C'est pas chaque centrale a sa fréquence. C'est le réseau qui emmène la fréquence, c'est pas les centrales. Donc, on a téléphoné, j'étais sur 4.5, sur 2.3, ils avaient le même phénomène, ça c'est sûr. C'était évident, ça ne pouvait pas être autrement. On a essayé d'appeler le RTE, parce que c'est quand même eux qui savent, quoi, puisque c'est eux qui gèrent le réseau au niveau français. On n'arrivait pas à les joindre, ils devaient être débordés d'appels, de tout ce qu'on veut. Et normalement, eux, ils nous alertent. Quand il y a un incident réseau, ils nous alertent, ils nous envoient un télétexte, une télécopie. Toujours pas d'infos. On a mis donc la radio, parce que toujours pas d'infos, parce qu'ils avaient peut-être autre chose à faire. Enfin, ils cherchaient certainement l'origine de ce problème qui est important. Et on a mis la radio, et la radio, on entend grosse panne d'électricité un peu partout. Alors, ils ne savaient pas non plus, mais à la radio, ils savaient qu'il y avait une panne d'électricité, puisqu'il y avait des gens qui étaient dans le noir. Donc, on a compris qu'il y avait un problème important. Et bon, de toute façon, on a ramené la tranche, on a effacé toutes les alarmes, parce qu'on a régulé un petit peu la puissance, voilà, on s'est remis en conformité, et puis tout allait bien. Et ensuite, bon, il y a reconstitution du réseau, et ainsi de suite, et puis sortie de l'incident. Mais ça, un truc comme ça, si vous êtes alimenté en éolien, ça va être compliqué à compenser. Donc, comment dire, on est à 50% de nucléaire, il va falloir faire beaucoup de gaz, il va falloir faire... ou alors, si on n'a pas de gaz, bon, on fait une coupure réseau totale, et puis on attend le lendemain pour remonter. Enfin, on attend. Il faudra du temps pour le remonter, il ne faudra pas juste 1 heure pour sortir les gens du noir. Donc ça, je pense que vraiment, les incidents réseau, j'ai lu pas plus tard que c'est hier, je crois. Je ne sais plus qui dit ça, enfin, j'aurais dû le noter, mais bon. Que si on se met à l'éolien oui, c'était ça le truc. Si on fait de l'énergie ENR, comme on prévoit de le faire, éolien et solaire, en cas d'incident, voire même pas en cas d'accident, si on ne met pas de centrale à gaz pour compenser les manques, comme je vous disais, on va avoir des coupures réseau et on risque d'en avoir une par semaine. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un peu exagéré, mais ne serait-ce qu'une par an, c'est déjà beaucoup. Si on en a une par mois, c'est énorme. Si on en a une par semaine, c'est invivable. Enfin, je sais pas. On va retomber en 1960, où on savait qu'on avait des coupures d'électricité régulières au moment de la construction du réseau électrique. Voilà. Mais bon, c'est un choix de société, un choix de civilisation, l'électricité, après tout, on peut s'en passer. Enfin, je ne sais pas vous, mais je connais beaucoup de gens qui sont sur leur ordi beaucoup de temps, n'est-ce pas? Mais moi-même, je suis beaucoup de temps sur mes ordi, et voilà. Voilà, enfin mes ordi, bon.
10 minutes. Oh, t'exagères. Donc l'ASN, je voulais vous parler quand même de la sûreté nucléaire en France, c'est super important, parce qu'on nous dit, on nous passait tout à l'heure, on va passer un article sur le danger, budget, va être noyé, si, voilà. Et puis je vais vous parler vite fait, mais alors si j'ai que 10 minutes, ça va être chaud. L'ASN en France, et puis la centrale nucléaire, l'incident de Fukushima. L'ASN, alors ça j'ai pris sur le site de l'ASN, hein, vous pouvez le contrôler. L'ASN assure au nom de l'État le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour protéger les personnes et l'environnement. Elle informe le public et contribue à des choix de société éclairés. L'ASN décide et agit avec rigueur et discernement. Son ambition est d'exercer un contrôle reconnu par les citoyens en constituant une référence internationale. Elle a une volonté d'avoir une référence internationale. Lors de ces contrôles, alors ça c'est sa définition, hein. Lors de ces contrôles, l'ASN donne l'autorisation à une tranche nucléaire de démarrer après arrêt. C'est-à-dire quand on arrête une tranche pour changer de combustible, on ne peut pas démarrer si l'ASN ne donne pas l'autorisation de démarrer. Donc elle va contrôler tout un tas de choses, est-ce qu'on a bien fait ce qu'on devait faire, et ainsi de suite, et puis après elle nous dit, ben, ok, vous pouvez démarrer. L'ASN autorise le fonctionnement d'une tranche nucléaire 10 ans après réexamen de sûreté. Alors, il faut savoir que quand on construit une tranche nucléaire, on a un dossier de sûreté. Ça s'appelle le rapport de sûreté exactement. Et ce rapport de sûreté, ben, il fait, je ne sais plus, donc c'est ça, quoi. Je crois, il me semble que c'est des classeurs, ça représente à peu près ça sur la table. Et ça définit tout ce qui doit être mis en œuvre au moment de la construction, au moment de l'exploitation, au moment de la déconstruction, enfin c'est tout le temps. Et tous les 10 ans, il y a un réexamen complet de la sûreté de la centrale, et donc tous les 10 ans on fait des travaux pour se remettre aux normes de sûreté qui évoluent tout le temps. Et tous les 10 ans, eh bien, elle nous donne, ou pas, pour le moment, nous la donne toujours parce qu'on fait suffisamment de travaux, elle nous donne l'autorisation de continuer pour 10 ans encore. Malgré tout, à chaque rechargement de combustible, elle va nous redonner l'autorisation de démarrer, mais sans faire le réexamen de sûreté. L'ASN en France, le directeur de l'ASN, je vous dis ça par rapport au Japon, dont on parlait tout à l'heure, le directeur actuel de l'ASN, c'est l'ancien responsable de l'ADRIR et délégué régional de l'ASN, qui était spécialiste, donc qui travaillait déjà pour l'ASN, qui était spécialiste, qui travaillait sur les accidents graves nucléaires. Donc c'était quand même pas un glandu du nucléaire qui est déposé là. Le pouvoir de l'ASN, alors je vous parle du pouvoir de l'ASN, on a refait des études de la digue de Tricastin, et puis on s'est dit, tiens, la digue de Tricastin risque de ne pas tenir si jamais il y avait un séisme majoré, comment dire, dans le coin. Et donc, l'ASN, nous on a dit, ben, on va réparer la digue, et on va la renforcer. Mais on continue à produire. L'ASN nous a dit, ouais, vous renforcez la digue, mais vous arrêtez de produire pendant ce temps. Vous arrêtez les liqueurs, donc on a arrêté les 4 tranches pendant 2 mois. 4 tranches de nucléaire, c'est quand même... une tranche un jour, c'est 1 million d'euros. Donc 4 tranches, 60 jours, on ne vous dit pas. On a arrêté la tranche 5 de budget jusqu'à réparation, malgré le dossier argumenté d'EDF. C'est-à-dire que, donc je vous disais, tous les 10 ans, on fait un certain nombre d'opérations, et dans ces opérations, notamment, on vérifie le taux de fuite de l'enceinte du réacteur. C'est-à-dire qu'on la gonfle à 5 bars, hein, comme vous gonflez un pneu, et puis on vérifie ce qui fuit. Et il y avait un petit peu trop de fuite. C'est pas énorme, hein, mais c'était un petit peu trop. Donc la SN nous dit, ben vous réparez. Alors nous on leur dit, on a tout un argumentaire, effectivement, que si, comment dire, ça c'est fait, ce taux de fuite là c'est fait. Pourquoi? Si on se dit, en cas d'accident nucléaire, il y a de la radioactivité dans le bâtiment réacteur, il ne faut pas qu'elle sorte. On est bien d'accord, il ne faut pas qu'elle sorte. Nous on dit, s'il y avait de la radioactivité dans le bâtiment, c'est qu'il y aurait de l'eau, parce qu'effectivement il y a un tuyau percé, et donc l'eau serait au fond du bâtiment. S'il y a de l'eau dans le fond du bâtiment, il n'y a plus de fuite de... Et on a fait des essais, effectivement, si on met un peu d'eau, 10 cm d'eau, ça suffit à stopper la fuite. La fuite, c'était dans le fond. La SN nous a dit, je m'en fous, vous réparez, et à sec, je veux qu'il n'y ait plus de fuite. Et après, vous mettrez de l'eau si vous voulez, et on verra. Donc on a fait la réparation, ça nous a pris 2 ans quand même d'arrêt d'une tranche. Mais l'autorité de l'ASN nous a imposé ça. Mais c'est bien, je trouve, j'en veux pas à l'ASN, bien au contraire. Ça nous rassure, même nous en tant qu'exploitants, ça nous rassure en disant, bon, on n'a pas le droit, on n'est pas autorisé à faire n'importe quoi, et on fait au mieux pour, comment dire, pour être en toute sûreté tout le temps. L'ASN,
elle contrôle toutes les installations nucléaires. Pourquoi toutes? Il y a les centrales nucléaires, mais il y a aussi toutes les radiothérapies. Hein. Quand vous allez passer une radio, c'est aussi contrôlé par la SN. Les productions de combustible nucléaire, le retraitement des déchets à l'AIG, tout ce qui est nucléaire civil. Alors le nucléaire militaire, j'en sais rien, donc je ne dis pas. Les contrôles sont réguliers et prévus sur certains événements. Comme je disais tout à l'heure, démarrage de tranche, la SN nous donne l'autorisation de démarrer, donc elle vient nous voir. En arrêt de tranche, pareil, elle vient nous voir à certains moments. C'est déclenché sur des événements imprévus. Si on a des petits incidents, de temps en temps, il y a une pompe qui ne marche plus, alors on a une pompe de secours, on la met en route et tout, mais ils viennent voir, ils peuvent venir voir, ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent venir voir, qu'est-ce qu'on fait pour remettre en service cette pompe. Et puis, ils peuvent venir de manière inopinée sur site, ils ne nous préviennent pas, ils ont envie de voir un truc, ils viennent, ils débarquent, ils arrivent au poste de sécurité, bon, on est à la SN, alors évidemment, ils sont déjà identifiés en tant qu'ASN avant, c'est-à-dire que moi j'ai mon badge pour rentrer sur la centrale, ils ont un badge pour rentrer sur toutes les centrales, et ils viennent quand ils veulent. Donc on ne peut pas dire, autant sur ces trucs-là, on se prépare, on peut dire, ouais, bon, ils se préparent, ils mettent les trucs sur la table, sous le tapis, mais là, on ne peut pas, parce qu'ils viennent quand ils veulent, et ils ouvrent tous les placards qu'ils veulent. Donc là, on met rien sous le tapis, quoi. Contrôle. Les contrôles sont suivis de demandes d'engagement et envers l'exploitant. C'est-à-dire que s'ils trouvent un truc pas tout à fait normal, ils vont nous faire une lettre de suite, et la lettre de suite, c'est ils nous disent, eh ben, vous le faites faire ça, dans tel délai. Et puis je reviens voir. Et derrière, ils nous font une lettre, un rapport, ils reviennent voir, ils font un rapport, vous avez bien fait, vous n'avez pas bien fait, ainsi de suite. Voilà. Là, c'est pour montrer un petit peu le sérieux chez nous de l'ASN. Alors, Fukushima, les centrales, à la base, sont un petit peu moins sûres que les françaises, notamment parce que nous, on a un circuit primaire qui chauffe, le circuit secondaire qui, lui, va faire tourner les turbines. Eux, c'est le circuit primaire qui fait tourner les turbines, directement. Ensuite, ils n'ont pas de générateurs de secours. Alors, le générateur, c'est les diesels, hein, surélevés. Malgré les alertes précédentes, je vais vous montrer les alertes, ils en ont eu pas mal. Les centrales de TEPCO c'est l'exploitant de Fukushima, sont peu ou mal entretenues et les risques sismiques sont négligés. Ça, j'ai trouvé ça dans Wikipédia, c'est édifiant, c'est incroyable. Entre 1980 et 1990, ils ont falsifié 30 rapports de sûreté. Ça a été découvert en 2002. Entre 1984 et 2002, dissimulation de 199 incidents. C'est même pas rien. Alors chez nous, la SN, quand on a un petit peu trop, on déconne un peu trop, elle nous met sous surveillance, autant dire qu'ils viennent nous voir tous les jours, quoi. Donc là, ça, je pense qu'on ne peut pas jouer à ça. Février 2011, avant l'accident, TEPCO est même à avoir pas contrôlé 33 éléments sur les réacteurs de Fukushima. Alors, lesquels, je ne sais pas, mais il y en a 33 qui n'ont pas été contrôlés. Quand elle dit 33 éléments, c'est pas la machine à café, hein, sinon c'est pas la peine de le dire, quoi. C'est des éléments importants. Les plans d'urgence de TEPCO ne concernent que des incidents mineurs. C'est-à-dire, incident mineur, ben tiens, je monte ma voiture, j'ai un niveau d'huile qui s'allume. Bon, je remets de l'huile, c'est bon, quoi. Mais ça ne concerne que ça. Ça ne concerne pas, tiens, je pars en dérapage et qu'est-ce que je fais quand il y a le mur qui arrive, quoi. Le responsable, alors j'étais avec Ariel, on était allé voir un film, le Fukushima, le couvercle du soleil, je crois. Dans le film, et il y avait le réalisateur du film à ce moment-là. J'ai posé la question à la fin parce que j'étais impressionné. Le responsable, l'autorité de sûreté, est incompétent. C'est-à-dire qu'il dit, à un moment de l'accident nucléaire, le Premier ministre lui dit, on n'a plus d'électricité pour refroidir mettre en route nos pompes pour refroidir le cœur de Fukushima. Le Premier ministre japonais à ce moment-là dit à l'exploitant, à l'ASN, au directeur de l'ASN, dit, et qu'est-ce qui va se passer? Et le gars il dit, ben écoutez, j'en sais rien. Non, le Premier ministre il dit, écoutez, moi je suis économiste, j'y connais rien. Voilà. C'est pour ça que je vous ai montré en premier tout à l'heure la compétence de notre président, nous, de l'ASN. Lui, c'est pas un glandu du nucléaire. Mais ça, je veux dire, le réalisateur, il était là, non pas pour masquer ce qui s'est passé, mais pour montrer réellement ce qui se passait à ce moment-là. Des alertes précédentes non suivies des faits. Alors, il y en a quand même un certain nombre. 20 ans plus tôt, les générateurs de secours, donc les fameux diesels, ils avaient été noyés par une vague, voilà. Mais bon, après ils ont remis en service, il n'y a pas eu d'accident nucléaire et tout ça. Mais ils n'ont pas surélevé leur diesel suite à ça. Ils n'ont rien fait. Ah si, ils ont mis des portes étanches. Juste des portes étanches. Là, l'histoire a montré que c'était quand même peut-être pas suffisant. En 2002, un comité de sismologues japonais, hein,
prévoit 20% de chance pour un séisme de magnitude 8 avec des vagues de 15 mètres. Sachant, où est-ce que j'ai marqué, que à l'origine, Fukushima devait résister à des vagues de 5 mètres sur 10. Donc ils disaient, on a 20% de chance d'avoir des vagues de 15 mètres, 10 mètres de plus. Ils n'ont pas fait grand-chose. Si, je crois qu'ils ont mis en place une cellule d'alerte. C'est-à-dire pour téléphoner aux gens, voilà. Bon. En 2007, ça j'ai dit ou pas? En 2007, un sismologue japonais chargé d'étudier les normes antisismiques démissionne parce qu'il pointe un risque important dans un proche avenir et il n'est pas écouté. Il démissionne parce qu'il n'est pas écouté. En décembre 2008, c'est 2 ans et demi avant, le Japon a été averti du risque sismique à Fukushima, centrale calibrée pour un risque de magnitude 7, un risque sismique de magnitude 7. Et le 11.3, le 6 fut de magnitude 9. Il faut savoir qu'il a été alerté magnitude 7 comment dire, la centrale Fukushima n'était pas prévue pour un risque magnitude 7. Bon là, le risque il a été de 9, le sisme réel était de 9. L'autorité de sûreté, je marque son pouvoir, au vu de l'historique de la centrale exploitante Expo, est-il normal de ne pas avoir forcé la centrale à faire certaines modifications? Moi je vois, c'est vrai que tout le monde tire malheureusement de cette expérience malheureuse de Fukushima, on tire une certaine expérience. On a créé des diesels d'ultime secours, ce qu'on appelle des DUS, sur toutes les tranches, un par tranche, qui sont élevés de 15 mètres. Je veux dire, quoi qu'il arrive, on n'aura pas une vague de 15 mètres à Bugey, enfin je vois pas. Déjà Bugey, il y en a, j'ai lu un article, qui c'est qui m'a apporté ce fou, je crois, un article tout à l'heure qui dit, un article très récent, Bugey, ça va comment dire, être noyé par une vague de rupture du barrage de Vouglan. Eh ben, je suis désolé de vous dire, enfin, ou plutôt, j'ai le plaisir de vous dire que la centrale de Bugey a été créée avec, dans l'étude de sûreté, une inondation comment dire, millénaire, c'est-à-dire une inondation qu'on n'avait jamais vue pendant 1000 ans. Millénaire, c'est la plus haute qu'on ait jamais vue. Plus la rupture du barrage de Vouglan. Et là, elle résiste encore. Et là, ils nous disent, ouais, non, ça a débordé. Ben là, je suis désolé, mais c'est pas vrai. Ce qu'on nous raconte, c'est pas vrai. Voilà, j'ai presque fini. Fukushima. Bon, ça, je vais passer rapidement parce que j'ai plus de temps. Tac, tac, tac. Les déchets, alors, très rapidement, les déchets. Les déchets par habitant et par an. Déchets nucléaires, 2 kilos. Par habitant et par an. C'est quand même pas énorme. Alors, je ne dis pas que ça ne pose pas de problème. Ça peut poser des problèmes. Il y a et ça pose des problèmes de stockage, et ainsi de suite. Mais c'est 2 kilos par an. Déchets domestiques, on en est à 500 kilos. C'est vrai qu'ils sont mieux gérés, parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Les déchets industriels spéciaux, 270 kilos, c'est des déchets qu'on ne veut pas trop voir se balader dans la nature non plus. Déchets industriels banals, 1900, 1 tonne 9, enfin presque 2 tonnes. Déchets agricoles, 9 tonnes. Alors, je ne sais pas ce que c'est déchets agricoles, donc ça me semble beaucoup, mais bon. Après, dernière chose, tonnes de CO2 par habitant. En France, en 2018, 7 tonnes 5, dont en production d'énergie, on est à 300 kg. L'Allemagne, total, 11 tonnes 5. Alors, j'ai pas trouvé dont l'énergie, mais par contre, ce qu'on peut se dire que si, comment dire, ils ne produisent pas plus d'énergie de CO2 dans leur manière de vivre, on peut peut-être se dire que la différence, c'est justement la production d'électricité, qui pourrait faire 4 tonnes par habitant. Voilà. Et puis, je crois que je suis à peu près fini. Ouais, ça, je ne vais pas le passer. Voilà. Je crois que je m'arrête là.